Bonsoir et bienvenue à tous pour ce 12e webinaire organisé par Deuxième Avis, consacré aujourd'hui à l'hypertension artérielle, la maladie chronique la plus fréquente en France. En effet, environ 14,5 millions de Français ont de l'hypertension artérielle, soit un adulte sur 3. Alors que l'HTA est la première cause évitable de l'AVC en France, encore 20% des patients atteints de HTA ne prennent aucun traitement et 50% des patients traités ne le sont pas suffisamment et gardent une tension artérielle trop élevée. Alors, comment mieux diagnostiquer cette maladie? Comment la prévenir? Comment la soigner? Pour nous éclairer aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le docteur Yara Antakli et le professeur Damien Lojard. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et un grand merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Alors, pour commencer, docteur Antakli, l'hypertension artérielle, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous dresser, nous en faire la définition. Bien sûr, l'hypertension artérielle, ça correspond en fait à la pression que va exercer le sang sur la paroi des artères. Et finalement, c'est quand cette pression est trop élevée, elle va entraîner des lésions au niveau des artères, de la tête jusqu'aux pieds. Il y a clairement une relation entre l'hypertension artérielle et l'âge, puisqu'en fait, l'hypertension artérielle est due au vieillissement artériel aussi. Donc, plus on vieillit, plus les chiffres de pression artérielle vont augmenter. Ce n'est pas pour autant normal. Quand ils sont trop hauts, quand ils sont au-dessus de 14,9, c'est de l'hypertension artérielle. Et donc, plus on augmente en âge à partir de 30 ans, et à chaque dizaine, il y a plus de pourcentage de gens qui vont avoir une hypertension artérielle pour atteindre plus de 70% à partir de 80 ans. Donc, ça touche énormément de monde. C'est la première cause de consultation en médecine générale. Professeur Lojard, quels sont les symptômes qui doivent alerter et l'hypertension artérielle est-elle sous-diagnostiquée en France? Alors, le premier élément de réponse permettra de répondre à la deuxième question. Donc, les symptômes, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça un peu comme pour le diabète, on parle de l'hypertension comme, alors le terme peut faire un peu peur, mais de tueur silencieux. Alors, tueur, bon, ça fait ça arrive mais ça veut dire ce que ça veut dire, dans le sens où il y a très peu de symptômes. Très peu de symptômes, même le plus souvent, pas de symptômes du tout. Et dans quelques cas, notamment dans les hypertensions artérielles importantes, on va avoir des symptômes qui peuvent alerter, qui sont classiquement des maux de tête, des maux de tête plutôt postérieurs, des céphalées qu'on a derrière la tête qui peuvent être un peu battantes et surtout matinales, et qui s'estompent comme ça un peu après dans la matinée. Donc ça, c'est un signe classique. Après, ça peut être des petits troubles visuels qui peuvent alerter. Ça peut être un saignement du nez, l'épitaxis. Mais le plus souvent, à nouveau, il n'y a pas de symptômes. Et d'ailleurs, ces symptômes-là, c'est pas forcément totalement lié à l'hypertension artérielle. Et ça souligne, au vu de ce que vous avez montré précédemment avec le docteur Antakli, c'est quand même la maladie de très loin la plus fréquente. On va jusqu'à plus de 50% de la population qui a une hypertension artérielle. Et comme il n'y a pas de symptômes, ça met en exergue le fait qu'il faut avoir un peu de dépistage. Il faut de temps en temps voir son médecin généraliste. Et c'est surtout vrai à partir on va dire, d'un certain âge, à partir de 30, 35 ans, il faut avoir une prise de pression artérielle qui soit faite une fois de temps en temps. Et a fortiori, après 50 ans, 60 ans, il faut se faire surveiller sa pression artérielle. Donc, le fait, comme il n'y a pas de symptômes, forcément, c'est sous-diagnostiqué et on considère, vous l'avez dit, qu'il y a 50% à peu près des hypertendus dont on sait qu'ils ne sont pas diagnostiqués. Et puis après, on en reparlera après. Dans les hypertendus diagnostiqués, il y en a la moitié qui ne sont pas traités et encore dans la moitié qui sont traités, il y en a la moitié qui ne sont pas bien traités, etc. Donc en fait, ce sont les médecins généralistes qui doivent dépister. Tous les médecins, les médecins du travail. Pardon, vas-y, Damien. On se fait des politesses pour l'instant, on n'a pas. Non, il n'y a pas que le généraliste, il y a en fait n'importe quel acteur de santé, bien sûr. Ça peut être en médecine du travail. Alors typiquement, normalement, c'est la médecine du travail aussi pour les travailleurs. Ça peut être, je sais
pas? Ça peut être dans les centres de santé de dépistage. Ça peut être aussi en médecine scolaire, on va dire, c'est un peu plus anecdotique, mais ça peut être au moment de la grossesse, à tout moment où on a contact avec un acteur de santé, prise de tension artérielle. Ça peut être à la pharmacie aussi. À la pharmacie, il y a des Dynamap, on peut se faire prendre la pression artérielle. Et chez les gynécologues, pour les femmes, quand elles vont pour leur première consultation pour une pilule, pour les suivis de grossesse au moment de la ménopause, il faut absolument profiter de ces consultations-là aussi pour faire du dépistage. On sait que les femmes vont moins souvent chez le généraliste. Elles ont tendance à plus s'occuper de leur famille que d'elles-mêmes, et donc elles sont aussi sous-diagnostiquées. Et il faut absolument profiter des consultations de gynécologie aux 3 moments clés de la vie pour faire ce dépistage. Très bien. Alors, effectivement, docteur Antaki, comment poser un diagnostic? Alors, le meilleur moyen, c'est de prendre l'attention, déjà. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument faire un dépistage, puisqu'il ne faut pas attendre d'avoir les symptômes qui n'existent pas très souvent. Du coup, il faut absolument faire un dépistage et mesurer sa pression artérielle. Alors, la mesure de la pression artérielle au cabinet médical, elle se fait dans des conditions bien précises. Il faut que le patient soit assis, le dos bien calé, les pieds au sol, bien détendu, au repos depuis 5 bonnes minutes. Donc ça se fait idéalement avec maintenant on a des brassards automatiques, hein, ça c'est des photos qui datent un petit peu à l'époque où on gonflait encore la poire, mais ça marche encore très bien ces appareils-là. Donc on pose l'appareil automatique au niveau du bras. Il faut savoir quand même que les appareils au bras sont beaucoup plus fiables que les appareils au poignet. Les mesures sont plus fiables puisqu'au niveau du poignet, ça va dépendre de la position du poignet par rapport au cœur. Donc, il faut que le brassard soit bien posé au niveau du bras. En général, le fil qui est relié à l'appareil doit être au niveau de l'avant-bras, comme on voit sur cette photo-là. Et il faut prendre idéalement plusieurs mesures et faire la moyenne des 3. Il faut que le patient soit bien détendu pour prendre des mesures au repos. Alors, en consultation, on sait qu'il y a ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Il y a à peu près un quart des patients chez qui on va trouver des chiffres élevés et qui finalement n'ont qu'une hypertension blouse blanche. Et ces patients-là, il faut absolument confirmer les chiffres de tension en dehors du cabinet médical pour ne pas les traiter par excès. Donc, le dépistage, il se fait clairement chez le médecin, quel qu'il soit, le professionnel de santé qui va prendre la tension, quel qu'il soit, il prend la tension bien au repos et c'est là que se fait le dépistage. Et on parle d'hypertension artérielle quand les chiffres de pression artérielle sont supérieurs à 140 pour le premier chiffre, 14, on a tendance à dire 14, au-dessus de 14,9, mais les médecins ils parlent en millimètres de mercure, donc on dit 140 pour le premier chiffre et 90 pour le deuxième. Donc le premier chiffre, c'est celui qu'on entend quand on met le stéthoscope. En dégonflant la poire, c'est le premier chiffre qu'on entend. Et la pression artérielle diastolique, le deuxième chiffre, c'est le dernier bruit qu'on entend au stéthoscope quand on prend la tension artérielle. Donc, il suffit d'avoir l'un ou l'autre qui est élevé, donc soit le premier supérieur à 140, soit le deuxième supérieur à 90, pour parler d'hypertension artérielle. Et là, il est indispensable de vérifier les chiffres en dehors du cabinet médical. Et pour ça, on a 2 grandes méthodes. La première, c'est le holter tensionnet, qu'on appelle aussi MAPA, mesure ambulatoire de la pression artérielle, où on va poser un appareil sur le bras du patient qui va être relié à un petit boîtier que le patient va porter à la taille, et les mesures vont se faire de façon automatique sans afficher les chiffres. Le patient ne verra pas ces chiffres, et ça va prendre des mesures toutes les demi-heures le jour, toutes les heures la nuit. Et au moment où le patient va venir rendre l'appareil, on va le brancher à l'ordinateur et il va faire la moyenne de toutes les mesures. La moyenne des mesures du jour, la moyenne des mesures la nuit et la moyenne sur les 24 heures. Et on a des normes et on sait qu'au-dessus d'un certain seuil pour la tension le jour, un certain seuil pour la tension la nuit et un autre seuil pour les tensions des 24 heures, c'est de l'hypertension artérielle. L'autre moyen, ça c'est le holter tensionnel pendant 24 heures et ça prend des mesures très régulièrement. L'autre moyen pour faire le diagnostic en dehors du cabinet médical, c'est de prêter un tensiomètre au patient. Nous, on en a en consultation, des tensiomètres automatiques, faciles à utiliser, qu'on prête au patient. Et on lui explique ce que c'est que l'automesure tensionnelle. Donc, on lui explique qu'il va falloir qu'il prenne sa tension chez lui, au repos, 3 jours de suite, 3 fois le matin et 3 fois le soir. Ça s'appelle la règle des 3. Il y a un chiffre à retenir, c'est 3.
Le matin, c'est dans l'heure qui suit le réveil. Bien au repos, bien détendu en position assise. Après 5 minutes de repos, le patient prend 3 mesures à 1 minute d'intervalle et il les note sur une feuille ou sur un carnet. Et le soir, pareil, dans l'heure qui précède le coucher, 3 mesures au repos complet, assis, bien détendu depuis 5 minutes, 3 mesures à 1 minute d'intervalle. Et finalement, il doit revenir en consultation avec les 18 mesures qui ont été prises. Et la moyenne des mesures doit être en dessous de 135 pour le premier chiffre, la pression artérielle systolique, et en dessous de 85 pour le deuxième chiffre, la pression artérielle diastolique. Voilà, donc on confirme, une fois que la tension est élevée en consultation, on confirme en dehors du cabinet médical, soit le holter tensionnel, soit l'automesure en prêtant un tensiomètre au patient et en faisant la moyenne des 18 mesures faites à ce moment-là. Et si elles sont au-dessus de 135 ou 85, ça pose le diagnostic d'hypertension artérielle. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. La question d'après, c'est est-ce qu'on peut soigner l'hypertension artérielle? Et si oui, comment? Professeur Lejard. Alors oui, bien sûr, comment peut-on soigner l'hypertension artérielle? On peut la soigner. Et comment? Alors, il faut rappeler que c'est important de la soigner. On en reparlera peut-être après, mais parce que si on la soigne pas, on va s'exposer aux complications de l'hypertension, même quand il n'y a pas de symptômes. À nouveau, le plus souvent, l'hypertension artérielle ne donne pas de symptômes. Et c'est ça qui est un peu parfois difficile à accepter pour la personne, c'est de se faire soigner pour un truc dont il se plaint pas finalement, qui ne donne pas de symptômes. Donc accepter ça. Alors, ça passe d'une part par ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques et puis d'autre part par des médicaments. Alors, la première chose, on s'assure vraiment que l'hypertension artérielle est permanente et puis on essaye des règles hygiéno-diététiques sous réserve que l'hypertension artérielle soit pas trop sévère, pas trop menaçante d'emblée. Ça consiste à manger moins de sel pour les personnes qui mangent trop salé, boire moins d'alcool, si possible ne pas en boire même pour ceux qui en boivent trop, perdre du poids, ça permet de baisser la tension artérielle. Ça peut être refaire un peu d'exercice physique. Et souvent, quand l'hypertension artérielle reste modérée, alors modérée rapidement, c'est entre 14 et 16 pour le chiffre élevé, pour la systolique, ou entre 140 et 160. Donc on peut se permettre d'attendre 2-3 mois avec ces règles, et puis de voir si ça suffit à normaliser les chiffres tensionnels. Si c'est pas le cas, ou si la tension artérielle est d'emblée très élevée, ou s'il y a des complications dont on parlera après, à ce moment-là, il faut donner des médicaments. Et alors, on a toute une panoplie de médicaments. Pour ça, l'éventail est très riche. Les médicaments ont parfois des effets secondaires. Et l'avantage, c'est que pour le traitement de l'hypertension artérielle, on a une panoplie riche qui permet souvent de trouver la bonne combinaison qui va être tolérée. Enfin, chez la plupart des patients, en tout cas. Le plus souvent, on va utiliser d'emblée ce qu'on appelle une combinaison de 2 médicaments, souvent dans un même comprimé, à faible dose. L'avantage, c'est que ça a un effet sur la tension artérielle qui est synergique, donc l'effet est plus puissant que si on donnait juste un médicament à forte dose. Donc le plus souvent, on commence par ça, par une combinaison de 2 molécules dans un seul comprimé à faible dose. Et puis rapidement, et puis après on augmente évidemment s'il y a besoin. On peut aller jusqu'à parfois 4-5 classes thérapeutiques. C'est des choses qui arrivent. Et puis donc dans ces différents médicaments, on pourra en reparler davantage et peut-être aussi sur leurs effets secondaires, j'imagine. Il y a alors dans les 5 grandes classes, il y a ce qu'on appelle les diurétiques, qui sont des médicaments qui agissent surtout sur le rein, qui font pisser un petit peu de sel, et c'est particulièrement intéressant chez les gens chez qui on suspecte qu'il y a un déséquilibre dans l'absorption dans l'excrétion du sel. La deuxième classe, c'est des médicaments qui vont inhiber un système hormonal qu'on appelle le système rénine-angiotensine. Alors, on va pas non plus trop rentrer dans les détails, mais il y a 2 grandes classes qui sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ou les IEC, puis les antagonistes des récepteurs à l'angiotensine 2, qu'on appelle les ARA2, qui agissent sur ça. Ensuite, une autre classe, c'est les inhibiteurs calciques. Et puis, ensuite, on a également les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes, qui sont également des médicaments qui agissent
sur un système hormonal. Tous ces systèmes hormonaux, rénine, angiotensine, aldostérone, sont des systèmes qui régulent la pression artérielle. Et de les inhiber, ça permet de diminuer en fait la pression artérielle. Et puis enfin, la dernière classe qu'on peut évoquer, c'est les bêta-bloquants, qui n'est pas forcément la plus efficace, mais qui est également utile, et qui, elle, inhibe un autre système, qui est le système sympathique. Le système sympathique, c'est les catécholamines, c'est ce qui accélère le cœur, ce qui augmente la pression artérielle également. Et donc, de diminuer un peu ce système-là, de l'atténuer, ça permet aussi de jouer sur la pression artérielle. Donc, il y a de nombreuses classes thérapeutiques que le plus souvent, on va combiner pour avoir la meilleure efficacité et la meilleure tolérance en même temps. Voilà. Et tout en respectant à chaque fois, dans la mesure du possible, ces fameuses règles hygiéno-diététiques. Et donc, d'où l'intérêt vraiment de dépister, de diagnostiquer, puisqu'il y a vraiment des traitements. Et alors, j'enchaîne effectivement avec une autre question au docteur Nantakli, c'est quoi les risques d'une hypertension artérielle non prise en charge et pourquoi est-ce qu'il y en a tant de non traités? Alors, ce que disait le professeur Lejar, c'est le tueur silencieux, parce que finalement, les patients n'ont pas de symptômes et malheureusement, d'avoir cette pression élevée dans les artères va entraîner des dégâts. Ça va entraîner des dégâts sur plusieurs organes. Donc, l'hypertension artérielle, c'est ce qu'on appelle un facteur de risque. Un facteur de risque, c'est quoi? C'est quelque chose qui va faire que vous avez plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires que quelqu'un qui n'a pas ce facteur de risque-là. Les autres facteurs de risque, c'est le tabac, l'obésité, le cholestérol, le diabète, et j'en oublie certainement. Donc finalement, le fait d'avoir cette pression artérielle élevée va abîmer la paroi des artères de la tête aux pieds. Donc finalement, ça peut entraîner des accidents vasculaires cérébraux. Ça, c'est quand même une des complications les plus graves, hein, que ce soit par saignement ou par bouchage des artères au niveau du cerveau. Donc l'accident vasculaire cérébral qui se traduit par une paralysie d'un côté qui récupère ou qui ne récupère pas. Donc ça, c'est vraiment un effet secondaire, une maladie très grave qui survient à cause de cette hypertension artérielle. Il y a aussi des atteintes cardiaques avec des maladies des artères coronaires. Donc on peut faire un infarctus ou de l'angine de poitrine à cause de l'hypertension artérielle. C'est aussi un grand pourvoyeur d'insuffisance cardiaque où finalement ça finit par abîmer le cœur. On devient essoufflé, on peut gonfler, avoir des œdèmes et faire de l'insuffisance cardiaque. Ça peut entraîner aussi au niveau des artères des membres inférieurs de l'artérite, des membres inférieurs où ça va agir au niveau des artères des jambes, donc on va avoir des douleurs en marchant. Ça peut donner des anévrismes de l'aorte abdominale où l'aorte va gonfler avec un risque quand même de rupture. Ça va atteindre les reins avec les artères des reins, avec une souffrance au niveau des reins, un risque d'insuffisance rénale. Ça va atteindre aussi les artères des yeux et ça peut entraîner des cécités à des stades ultimes si l'hypertension est présente depuis longtemps, sévère, non connue, non soignée, non traitée. Et surtout, il faut le savoir parce que c'est démontré depuis quelques années maintenant, c'est un facteur de risque de troubles cognitifs et de démence, de maladie d'Alzheimer. Et pour l'instant, à ma connaissance, c'est le seul facteur de risque de maladie d'Alzheimer qu'on peut prévenir. Donc, on se dépiste l'attention à 50, 60 ans, ben, ça réduit le risque de développer une maladie d'Alzheimer 10, 20, 30 ans plus tard. Donc, ça peut avoir plein de conséquences. C'est pour ça qu'il faut absolument faire du dépistage, savoir que ça existe. C'est vrai, ça ne donne pas de symptômes, mais le jour où on a des symptômes, ben, il est parfois un peu tard. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait de traiter cette maladie, même si elle n'a pas de symptômes, mais pour éviter des conséquences qui, elles, peuvent être dramatiques. Très bien, c'est très clair. Donc, le dépistage. Mais en parallèle du dépistage, professeur Lejar, est-ce qu'on peut prévenir et éviter l'hypertension artérielle? Et si oui, de quelle façon? Alors, on peut en tout cas ralentir sa survenue, la décaler dans le temps et en partie quand même la prévenir. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait précédemment en fait. Il y a des choses qui augmentent la pression artérielle sur lesquelles on peut agir. Donc on peut les énumérer et puis le docteur Nantakli complétera si j'en oublie. Il y a l'obésité,
Clairement, l'obésité augmente la pression artérielle. On peut juste dire au passage qu'il faut se méfier parfois chez les obèses pour la prise de pression artérielle, où on peut surestimer la pression artérielle à cause d'un brassard qui n'est pas adapté à la taille du bras. C'est dit au passage. Les personnes obèses, il faut vraiment les brassards de grande taille. Ça, c'est important. Donc l'obésité, l'alcool. Donc ça, c'est des choses assez simples. Le tabac, dans une certaine mesure, aussi participe. L'excès de sel dans l'alimentation, clairement. La sédentarité. Ensuite, alors c'est pas anecdotique parce que c'est fréquent, il y a le syndrome d'apnée du sommeil qui touche beaucoup de personnes. Et le traitement du syndrome d'apnée du sommeil permet de gagner des points de pression artérielle, et parfois ça peut être vraiment le facteur de risque. Syndrome d'apnée du sommeil souvent s'associe à d'autres facteurs de risque. Donc ça, c'est les principaux points. Et puis souvent les personnes demandent le stress, l'anxiété, etc. Alors bien sûr, la pression artérielle, c'est pas une variable fixe. Elle varie au cours de la journée. Quand on s'active, elle augmente. Quand on est stressé, elle augmente. Et d'ailleurs, la nuit, la pression artérielle diminue de façon physiologique par rapport à la journée. Donc, quelqu'un qui est extrêmement stressé en permanence, ça va jouer sur la pression artérielle. Alors, c'est parfois un peu compliqué, plus compliqué à gérer le stress, mais il y a des moyens qui permettent de se relaxer un peu plus, de se détendre, que ça soit à la maison ou au travail, et ça joue aussi sur la pression artérielle. Est-ce que c'est héréditaire? Il y a pas mal de questions pour savoir si c'est héréditaire. Alors, ça peut. Il y a souvent une composante héréditaire. Alors, contrairement à certaines maladies héréditaires auxquelles on peut penser, qui sont liées à un gène qui va être transmis aux enfants, une fois sur deux, le plus souvent. Là, dans l'hypertension artérielle, c'est plus compliqué. On parle de maladies polygéniques. Donc, il y a plusieurs facteurs génétiques qui peuvent agir, mais de fait, souvent, c'est un peu compliqué à déterminer. Il n'y a pas de dépistage génétique ciblé dans l'hypertension artérielle, à part quelques cas tout à fait exceptionnels. Mais il y a une composante familiale qu'on retrouve fréquemment. Les facteurs de risque aussi, on les retrouve souvent dans la même famille, au passage. La sédentarité, pourtant, elle n'est pas génétiquement déterminée, mais on la retrouve parfois dans les mêmes familles, etc. Et avant de passer une question sur la recherche et puis de passer la parole aux internautes, est-ce qu'il y a des éléments, puisque vous avez parlé effectivement de la partie alimentaire aussi pour prévenir, est-ce qu'il y a des aliments en particulier qui pourraient prévenir d'une HTA, ou c'est beaucoup plus global? Des aliments pour faire baisser la tension, non, mais il y a des aliments qui la font monter, toutes les alimentations hyper salées. Ça, on sait que ça peut faire monter la tension. De façon anecdotique, il y a la réglisse et le pastis avec ou sans alcool qui contient quelque chose qui fait monter la tension artérielle. Après, une alimentation saine et équilibrée est certainement recommandée chez les hypertendus pour éviter, mais il n'y a pas d'aliments qui fassent baisser la tension en soi. Il faut se méfier de certains médicaments qui préviennent. Une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, ça prévient certainement. Il faut se méfier de certaines herbes qu'on peut acheter sur Internet qui contiennent parfois des extraits thyroïdiens et des molécules qui peuvent faire monter la tension. Il faut se méfier de ces choses-là. Très bien. Alors du coup, je continue avec vous, docteur Antakli, pour une question autour de la recherche. On sait que la recherche en santé évolue à toute vitesse. Comment est-ce qu'elle évolue dans le domaine de l'hypertension artérielle et où est-ce qu'on en est? Alors, dans le domaine de l'hypertension artérielle, comme je vous disais, c'est dû au vieillissement artériel. Donc ça, malheureusement, on a l'âge de ces artères, on ne peut pas les remplacer. Maintenant, on a des classes thérapeutiques qui existent. Pour l'instant, on en a 5 et il y a 3-4 classes thérapeutiques qui sont en développement avec des médicaments qui agissent sur d'autres choses que les médicaments qu'on a actuellement, donc qui pourront être rajoutés à ce qu'on prend maintenant. Il y a aussi une classe thérapeutique intéressante
sur les petits ARN, où c'est encore du domaine de la recherche, mais c'est en cours de développement. Ça pourrait se donner par voie sous-cutanée, c'est-à-dire on injecte ça au niveau de la cuisse ou du ventre. On pourrait faire une injection tous les mois ou tous les 6 mois et ça pourrait traiter l'hypertension artérielle. Donc c'est en cours de développement. La recherche avance très vite. Après, il y a aussi des méthodes invasives pour traiter l'hypertension artérielle. Il y a la dénervation rénale, dont vous avez peut-être entendu parler, qui n'est plus du domaine de la recherche, puisque là, ça y est, c'est développé, l'AMM est arrivé pour les hypertensions artérielles résistantes. Ça consiste en la montée d'un cathéter, on pique au pli de laine et on monte par voie fémorale, on monte un cathéter et on va se positionner au niveau des artères rénales des deux côtés. Et on fait des tirs de radiofréquence ou alors par ultrason. Il y a plusieurs méthodes. C'est une technique qui a montré son efficacité dans l'hypertension artérielle et qui permet en tout cas de mieux contrôler une hypertension artérielle résistante ou d'alléger un peu le traitement chez des patients qui ont déjà des ordonnances très fournies. Dans le domaine de la recherche, il y a aussi d'autres appareillages qu'on met par voie chirurgicale au niveau de la carotide, de la bifurcation carotidienne, et qui sont reliés par voie sous-cutanée à un petit boîtier, un peu comme un petit pacemaker. Et ça va stimuler un récepteur qui se situe au niveau de la carotide, un barorécepteur, et en le stimulant de façon permanente, ça fait baisser les chiffres de pression artérielle. Alors ça, c'est encore du domaine de la recherche, ce n'est pas encore commercialisé, c'est dans le cadre d'études cliniques pour l'instant. D'accord, mais donc effectivement, ça avance vite, ça avance, vite et bien. Ouais. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de laisser la parole aux internautes et avec avec pas mal de questions que vous avez posées, soit en amont, soit au cours de cette première partie. Donc Hélène, je te passe la main pour poser les questions. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Nous avons reçu beaucoup de questions dans le chat. J'en ai sélectionné quelques-unes que je vais vous poser à tour de rôle. N'hésitez pas à rebondir l'un après l'autre. On a un patient qui consulte, qui est atteint d'hypertension artérielle, qui consulte son généraliste tous les 3 mois et son cardiologue tous les ans. Il aimerait savoir si c'est suffisant en cas d'hypertension artérielle ou si vous recommanderiez autre chose. Docteur Antakli. Alors, c'est très bien, c'est très bien. Tout va dépendre des chiffres de pression artérielle. D'abord, merci beaucoup pour toutes les questions qu'il y a. Je suis impressionnée par le chat que je vois sur l'écran. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés et c'est super. J'espère qu'on pourra répondre à toutes vos questions. Alors, moi, je pense qu'à partir du moment où l'hypertension artérielle n'est pas équilibrée, il faut voir un médecin, le médecin traitant, le cardiologue, ou les deux, alternativement, tous les mois, jusqu'à obtenir des chiffres de pression artérielle dans la tienne. Ça, c'est vraiment un message important à faire passer. Tant qu'on n'a pas trouvé le bon traitement pour la bonne personne, c'est-à-dire un traitement qui est efficace et qui n'a pas d'effet secondaire, il faut voir son médecin tous les mois. Une fois que la tension artérielle est équilibrée, une consultation chez le médecin traitant tous les 6 mois et chez le cardiologue tous les ans me paraît suffisante. Merci beaucoup. On a eu beaucoup de questions aussi concernant les différents appareils qui existent pour prendre la tension et plus particulièrement ceux du poignet, que plusieurs patients nous ont demandé comment prendre bien correctement sa tension soi-même et comment le faire notamment avec l'appareil au poignet. Le professeur Lojard. Oui, on l'a un petit peu évoqué au début. Alors, il y a 2 types de brassards qu'on peut avoir dans le commerce, soit au poignet, soit au niveau du bras. Il faut d'une part acheter un appareil qui soit référencé, qui ait un marquage CE, qui soit le mieux, à la limite, c'est en pharmacie, pour être certain d'avoir des bons appareils. On considère souvent que les brassards au bras sont un peu plus fiables. Alors, c'est certainement vrai, notamment chez les personnes, par exemple, obèses. Encore une fois, ce qui est important, c'est d'avoir la bonne taille. D'avoir la bonne taille. Il faut avoir des brassards qui ne soient pas trop ajustés. Alors ensuite, donc poignet ou bras, la bonne façon de faire, c'est ce qui avait été dit au départ, c'est repos depuis 15 à 20 minutes. Idéalement, mesure faite donc le matin et le soir. Le matin, c'est
avant le petit déjeuner, dans l'heure, on va dire dans l'heure qui suit le réveil, avant le petit déjeuner et avant la prise des médicaments. Et puis le soir, c'est dans l'heure qui précède le sommeil, avec à chaque fois 3 mesures successives. On attend 2 minutes entre chaque mesure, on fait la moyenne des 3. Voilà. Et donc, position plutôt assise, le bras, on va dire le bras comme ça, replié à hauteur de l'abdomen, en position assise confortable, éventuellement un petit peu relax fauteuil. Voilà. Merci. Pour rester sur la tension, justement, à partir de quel niveau de tension, alors je pense que ça a déjà été dit, mais on a des gens qui sont arrivés au fur et à mesure, à partir de quel niveau de tension faut-il envisager un traitement, Docteur Antakli? À partir de 140 pour le premier chiffre, la pression artérielle systolique, et à partir de 90 pour le deuxième chiffre. L'un ou l'autre, hein. C'est pas, si j'ai 145-80, c'est de l'hypertension. Si j'ai 135-95, c'est de l'hypertension. Donc ça, ce sont les chiffres chez un médecin. 140-90, c'est la limite dans un cabinet médical. À domicile, avec l'automesure, comme vous l'a expliqué le professeur Lojard, la moyenne des 18 mesures avec les 3 tensions le matin, 3 tensions le soir, 3 jours de suite, la limite, c'est 135-85. Si la moyenne de toutes les pressions artérielles systoliques est supérieure à 135 ou si la moyenne des pressions artérielles diastoliques est supérieure à 85, c'est de l'hypertension et il faut mettre en place des règles hygiéno-diététiques, plus ou moins des médicaments. Et à partir de quel niveau de tension le risque d'AVC est augmenté? Il augmente. Plus c'est élevé, plus le risque augmente. Faut peut-être juste rajouter que on considère l'hypertension artérielle quand elle a été confirmée. Donc c'est pas juste une mesure ponctuelle, hein, parce que à nouveau la pression artérielle elle peut augmenter avec le stress. Et on a par exemple, on parle parfois d'hypertension artérielle blouse blanche. Quand on va voir le médecin avec une blouse comme ça, ça peut engendrer une montée de tension. Donc c'est pour ça que le docteur Antakli a insisté sur l'intérêt des mesures ambulatoires, par exemple, où là, théoriquement, à la maison, on n'a plus ce stress d'être chez le médecin et les mesures sont quand même plus fiables. Mais sinon, si la pression artérielle est prise uniquement au cabinet, on attend quand même d'avoir 2-3 mesures de suite qui confirment qu'il y a une hypertension artérielle. La seule limite, c'est quand l'hypertension artérielle est d'emblée très sévère. On peut avoir des chiffres à plus de 160, 180 mm de mercure. À ce moment-là, évidemment, on va aller beaucoup plus sur le traitement. Mais sinon, on peut attendre un petit peu. Merci. On a eu beaucoup de questions aussi sur savoir si l'hypertension est à vie et si on peut, à un moment donné, arrêter son traitement ou s'il est définitif. J'imagine que ça doit dépendre peut-être du niveau de la tension. Docteur Antakli? Exactement, ça dépend du niveau de tension et des causes éventuelles retrouvées à l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que si le patient a une obésité et mange très salé et que les chiffres de pression artérielle sont un petit peu élevés, mais pas au-dessus de 180, 110 par exemple, là on sait qu'avec des mesures hygiéno-diététiques, on peut améliorer les choses. Avec un régime moins salé, il ne faut pas faire de régime sans sel, hein, on a trop l'habitude de manger salé en France, on ne peut pas passer du jour au lendemain au régime sans sel. Mais en réduisant la quantité de sel, en perdant du poids de façon progressive, en se faisant aider par une diététicienne, un nutritionniste, et en commençant une activité physique, on peut réduire ces chiffres de pression artérielle et ne pas échapper au traitement médical. Après, si on fait déjà tout très bien, qu'on a une hygiène de vie qui est parfaite et que les chiffres de tension sont élevés et confirmés en dehors du cabinet médical, là, a priori, il va falloir un traitement et a priori, il va falloir un traitement à vie. D'accord. Et on a des patients qui nous précisent que eux, leur niveau de tension est donc très variable, et notamment un patient pour qui il y a une différence entre l'été et l'hiver et qui prend un traitement l'été, je crois, mais l'arrête l'hiver. Et non, c'est ça. Mais en été, quand il fait chaud, ma tension chute et je dois arrêter mon traitement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que il fera ça à vie? Alors, à nouveau, il y a des variations physiologiques de la tension artérielle avec le stress entre le jour et la nuit et entre l'hiver et l'été. Quand il fait chaud, une réaction naturelle de l'organisme
et de vasodilater les artères. Les artères se dilatent un peu, et ça fait baisser la pression artérielle. Hein. Alors c'est surtout vrai chez les personnes qui n'ont pas d'hypertension, mais chez les personnes qui ont une hypertension artérielle légère, on garde ce mécanisme, et ça peut arriver que effectivement l'été la pression artérielle diminue à cause de la chaleur, à cause de cette vasodilatation, de cette dilatation des artères due à la chaleur, et que de fait, souvent c'est des personnes qui ont un traitement faible, hein, qui ont un seul médicament ou 2 petits médicaments, et à ce moment-là, on peut être amené à les baisser. C'est vrai aussi, par exemple, quand on a une maladie avec beaucoup de fièvre. On peut être amené à devoir arrêter les médicaments parce que la pression artérielle baisse à cause de la fièvre et de l'infection. Merci. Concernant les traitements, beaucoup de personnes nous demandaient si les traitements naturels, certains existaient, et est-ce que ça marche? Est-ce que vous auriez des recommandations? Traitement naturel, c'est-à-dire les plantes? Les plantes, oui. Non, pas que je sache, non. C'est vraiment les règles hygiéno-diététiques et les médicaments avec plusieurs classes thérapeutiques qui sont prescrites. Ouais, parfois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver sur Internet, hein, concernant les plantes, hein, ou autres, mais c'est vrai qu'il y a très peu de choses validées. Ce qui est peut-être juste à signaler, c'est les huiles essentielles qui peuvent contenir des concentrations très importantes de certaines choses. Et là, ça peut avoir éventuellement un impact. Mais donc, il faut se faire conseiller pour les huiles essentielles. Mais sinon, dans l'alimentation simple, je suis d'accord. Hein, ouais. On nous parlait de gingembre dans le chat, par exemple. Pas d'effet particulier du gingembre sur l'hypertension. Merci. Alors pareil, je sais qu'on a déjà parlé de l'aspect héréditaire. On parle d'hypertension gravidique. Est-ce qu'il y a un aspect héréditaire aussi sur ce type d'hypertension? Alors oui, les hypertensions de la grossesse, elles peuvent survenir pendant la grossesse et disparaître après. Mais en tout cas, ça permet de faire un zoom, en tout cas de mettre l'accent sur une femme qui est un peu plus à risque qu'une femme qui n'aurait pas fait d'hypertension artérielle pendant la grossesse. Donc, il va falloir la surveiller de près parce que la femme qui fait de l'hypertension pendant la grossesse est à plus haut risque de faire de l'hypertension artérielle dans les mois et années qui vont suivre l'accouchement. Et on sait que l'hypertension artérielle de la grossesse qui peut se compliquer de prééclampsie, on sait qu'il y a parfois des antécédents familiaux qui sont un facteur favorisant. Donc, effectivement, il y a un petit facteur héréditaire dans l'hypertension artérielle de la grossesse et ses complications. En tout cas, l'hypertension artérielle de la grossesse, c'est quand même un signal d'alarme. Alors, effectivement, c'est une grossesse qui va être à haut risque, qui va être surveillée de très près, mais c'est aussi un signal d'alarme pour faire surveiller la femme qui a eu une hypertension artérielle pendant sa grossesse. Il va falloir qu'elle soit surveillée de près dans les années qui vont suivre, parce qu'elle risque de devenir hypertendue de façon permanente. D'accord, merci. Donc, on a tout un panel d'aliments qui ressortent suite à notre question sur les traitements naturels. Je pense que vous avez vu les feuilles d'olivier, l'ail, le poisson, l'huile, les noix. Ce qu'on peut quand même souligner, c'est que dans un certain nombre des choses qui sont évoquées pour les aliments, reviennent par exemple, je vois poisson, huile d'olive, etc. Il y a les éléments du régime méditerranéen qui sont parfois évoqués. Et c'est vrai que le régime méditerranéen est quand même associé à une meilleure santé cardiovasculaire en général. Ça n'a pas forcément d'effet direct sur la pression artérielle, hein. Mais de manger, comme on dit, de façon méditerranéenne, en tout cas avec pas mal de nuts, de noix, d'huile, un peu plus de poisson, etc. Ça a été montré comme diminuant le risque cardiovasculaire en général. On peut au moins dire ça, par rapport aux aliments. Ouais, merci. Alors, j'ai une question sur une HTA persistante malgré un traitement journalier. Quelles seraient vos recommandations? Quel est le traitement journalier? Après, on peut majorer le traitement, on peut rajouter une autre classe thérapeutique, on peut monter jusqu'à 5, voire 6 classes thérapeutiques chez les patients les plus résistants à l'hypertension artérielle. L'objectif, c'est de donner une dose importante et bien tolérée dans chaque classe thérapeutique, et on peut les associer
monter jusqu'à 4 voire 5 médicaments pour l'hypertension artérielle. Dans la grande majorité des cas, un seul traitement ne suffit pas. Là, il faut quand même 2 médicaments pour normaliser la majorité des patients qui ont de l'hypertension artérielle. Merci. Il y a une question qui vient d'être posée, et pareil, on a vu à plusieurs reprises. Quels sont les effets secondaires des médicaments contre l'hypertension? Alors, il y a beaucoup de médicaments pour l'hypertension, donc forcément, ça fait pas mal d'effets secondaires. C'est important quand même de parler des effets secondaires, parce que si on n'en parle pas, c'est le meilleur moyen qu'une personne qui prend le médicament ne finisse par ne plus le prendre parce qu'elle a l'impression de ne pas bien le tolérer. Donc c'est mieux d'en parler avant. Alors ça dépend des classes thérapeutiques. Alors, en général, tous ces médicaments-là font baisser la pression artérielle. C'est pour ça qu'on les donne dans l'hypertension artérielle. Donc le premier effet secondaire peut être de baisser trop la pression artérielle et d'avoir des épisodes qu'on appelle d'hypotension orthostatique, c'est-à-dire quand on se relève rapidement, la tension avec la gravité baisse un peu et cette baisse de tension est aggravée par le médicament. Et ça, c'est surtout vrai chez les personnes qui avaient au départ une hypertension artérielle modérée ou chez les personnes âgées ou très âgées. Et après, ça va les effets secondaires dépendent un peu des médicaments. Typiquement, peut-être ceux qui en donnent le plus, ça pourrait être les bêta-bloquants qui freinent la fréquence cardiaque, etc. Donc peuvent donner une sensation un peu de fatigue, de plus grande fatigabilité quand on marche, surtout au début. Certains médicaments peuvent entraîner des petits troubles du sommeil. Tous les médicaments peuvent donner des troubles digestifs, c'est vrai. Les médicaments peuvent aussi donner des réactions allergiques qui sont quand même assez rares pour ces médicaments-là. Et puis, alors, les inhibiteurs calciques peuvent parfois donner des petits œdèmes au niveau des chevilles, voilà, pour les grandes choses. Et le dernier point assez commun, c'est pour ça qu'on surveille la prise de sang régulièrement des médicaments, de certains des médicaments, pour vérifier qu'il n'y ait pas notamment d'effets secondaires sur la fonction du rein et sur le taux de potassium. Les diurétiques, notamment, peuvent faire perdre un peu de potassium. Et donc, quand on a un traitement pour l'hypertension artérielle, souvent, on va avoir une prise de sang de temps en temps. Alors, ça peut être une fois par an, où on contrôle le taux de potassium et la fonction du rein, par exemple. Merci. Vous avez dit un peu plus tôt que le stress pouvait être une des raisons de l'hypertension artérielle, en tout cas un des facteurs. On a eu plusieurs questions de patients qui souhaitent savoir comment traiter l'hypertension quand elle est due au stress. Est-ce que c'est un traitement qui est uniquement pour le stress ou il y a un vrai traitement hypertenseur aussi? Alors clairement, il faut s'occuper du stress et du traitement du stress et de la gestion du stress. Ça peut effectivement être lié, mais comme on vous le disait, justement, la tension, elle monte dans plein de situations différentes. Elle monte quand on a une peur, elle monte quand on s'énerve, elle monte quand on a une émotion, la nuit. Et c'est pour ça que finalement, la mesure, elle se fait toujours au repos. La norme de la pression artérielle, c'est au repos, patient détendu. Après, elle peut être liée au stress, mais il faut confirmer qu'elle est élevée de façon permanente avant de la traiter. Et effectivement, s'occuper de traiter le stress, et si malgré ça, la pression artérielle est confirmée élevée en dehors du cabinet médical et au repos, traiter l'hypertension artérielle aussi. Merci. Alors, professeur Lejard, je ne sais pas si l'un de vous pourra répondre d'ailleurs. Est-ce qu'on a observé un lien entre le Covid et l'hypertension artérielle? Ce qui a été dit pendant le Covid, c'est qu'il y a eu des défauts de traitement, puisque plus personne ne pouvait sortir. Ça, c'est vrai. Donc, les patients ont pris moins de médicaments et il y a eu sans doute plus de problèmes liés à l'hypertension de façon à nouveau silencieuse. Le Covid, en général, le Covid est une infection virale. Et comme la plupart des infections virales, c'est vrai aussi pour la grippe ou pour d'autres infections, ça donne de la fièvre, ça donne une sorte de fatigue qu'on va qualifier de virale qui fait baisser la tension artérielle, au moins transitoirement. Au moins ça, c'est sûr.
Voilà, quand on a une infection virale, en général, la tension artérielle a tendance à baisser. Après, spécifiquement lié au Covid, je ne sais pas si le docteur Antelki a des éléments par rapport à ça. Pour ma part, non, pas plus que ce qui a déjà été dit. Effectivement, une chute de tension due à l'infection virale, en tout cas en aigu, et quand les Covid étaient graves et nécessitaient une hospitalisation. Après, il y a beaucoup de choses qui avaient été dites aussi sur l'interaction entre le Covid et certains traitements antihypertenseurs, notamment ceux qui jouent sur le système rénine-angiotensine. Finalement, les traitements n'étaient ni bénéfiques ni délétères, mais il fallait continuer à les prendre si la tension était élevée et les arrêter si la tension était trop basse. Mais effectivement, il y a eu moins de consultations et malheureusement beaucoup de gens qui ont arrêté leur traitement pendant la pandémie. Merci beaucoup. Alors, on a aussi eu des questions toujours sur le sport. Quel sport peut-on pratiquer quand on fait de l'hypertension? Est-ce qu'il y a des sports à bannir et d'autres à privilégier? En tout cas, la première réponse, c'est bien de faire du sport. Et c'est bien de faire un sport qu'on apprécie, c'est le meilleur moyen de le faire. Donc, je pense que ça doit être ça qu'on devrait répondre en premier. Et après, il y a effectivement certains sports qui ont tendance à faire monter la tension, en tout cas la faire monter davantage. À nouveau, quand on fait une activité physique, quand on se met en marche, etc., qu'on fait un effort, de façon tout à fait naturelle, le cœur augmente son débit, la pression artérielle augmente modérément, puis après elle se stabilise. Mais il y a des sports qui la font monter de façon probablement un peu trop brutale. C'est les sports de type, par exemple, haltérophilie, en fait, les sports un peu brutaux. Donc, ça pourrait être les arts martiaux, les sports vraiment de force. Donc, quand on est hyper tendu, qu'on a envie de faire baisser un peu sa pression artérielle avec une activité sportive, c'est plutôt recommandé d'avoir des sports de fond, des sports de semi-endurance, marche rapide, vélo, natation, c'est l'idéal, avec un peu de yoga. Pour le stress. Merci beaucoup. Réagis juste, la course à pied. La course à pied, c'est recommandé ou pas? Non, la course à pied, c'est tant que c'est pas du sprint, c'est parfait. Il faut éviter les sports où le cardio est très sollicité, comme effectivement le sprint ou les longs running peut-être. Alors, comme souvent, on s'adresse quand même à non plus à des adolescents, mais à des personnes un petit peu plus âgées. La règle, c'est toujours de s'échauffer, et donc d'y aller progressivement. Voilà. Donc, que ce soit de la course à pied, la natation, ou ce que vous voulez. Donc, y aller progressivement et éviter les choses trop violentes. Okay. Merci. Je continue, on a encore quelques questions à lire. Est-il normal d'être plus essoufflé sous hypertenseur que sans? Et on a eu beaucoup de questions justement sur l'essoufflement. Docteur Antelki. En théorie, non. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, le professeur Lejard, c'est qu'il y a une certaine classe de médicaments, les bêta-bloquants, notamment, qui ralentissent le cœur et qui peuvent donner l'impression d'être un peu plus poussif, d'être un peu plus fatigué, d'avoir un peu plus de mal à l'effort. Mais sinon, non, en principe, on traite l'hypertension pour ne pas avoir de symptômes, pour éviter l'insuffisance cardiaque, pour éviter aux gens d'avoir des maladies. Maintenant, tout symptôme doit être écouté. Il faut prendre le temps de comprendre avec le patient pourquoi il a un symptôme. Est-ce que c'est réellement un effet secondaire du traitement ou pas? Et je pense qu'on a suffisamment de classes thérapeutiques dans l'hypertension artérielle pour changer et trouver le bon médicament pour le bon patient qui sera bien supporté. Parce que comme on disait, l'hypertension est une maladie asymptomatique le plus souvent. On ne se plaint de rien. Donc si en plus c'est pour avoir des effets secondaires avec les médicaments, on peut comprendre que certains patients aient envie d'arrêter les médicaments. Il faut écouter, il faut entendre ça et trouver le médicament qui va être bien toléré pour favoriser l'observance, pour que le patient le prenne, soit convaincu du bénéfice et qu'on puisse éviter toutes les complications dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais théoriquement, l'hypertension artérielle n'essouffle pas. Et les médicaments pour l'hypertension artérielle n'essoufflent pas, sauf peut-être les bêta-bloquants parce qu'ils ralentissent un peu trop le cœur. Merci beaucoup. On disait plutôt au tout début du webinaire qu'il y avait normalement pas tellement de symptômes. Est-ce qu'il y a quand même des signes précurseurs qui pourraient amener les gens à contrôler auprès d'un cardiologue?
Des signes précurseurs qui pourraient amener à consulter, c'est ça? Oui. Alors, à nouveau, les signes d'alerte, c'est donc les maux de tête. Hein. Alors, on va dire pour l'hypertension artérielle, comme ça, tout venant, les maux de tête, les acouphènes, éventuellement également les troubles visuels, les épistaxis. Ensuite, sur une hypertension artérielle déjà connue, déjà traitée, ce qui peut alerter, à nouveau, c'est les mêmes symptômes ou des symptômes qui peuvent évoquer des complications. Et les complications qui ont déjà été évoquées, ça peut être au niveau du cœur, des problèmes cardiaques, type angine de poitrine, des douleurs, de l'essoufflement qui pourrait faire évoquer de l'insuffisance cardiaque, ou alors des signes qui peuvent faire évoquer une souffrance cérébrale. Donc ça peut être un déficit, même transitoire, à nouveau des troubles visuels, l'impression d'avoir des troubles de mémoire un peu exagérés, des choses comme ça. Donc, dès qu'il y a ce type de symptômes, c'est vrai qu'il faut s'alerter un peu sur, alors ça peut être rien du tout, hein, mais en tout cas vérifier que c'est pas un défaut de traitement d'hypertension artérielle qui n'est pas assez bien traité ou s'il n'y a pas un début de complication. Merci beaucoup. Et j'ai encore donc 2 petites questions à vous poser. Est-ce que l'hypertension artérielle peut arriver avec la ménopause? Oui, tout à fait. L'hypertension artérielle peut survenir au moment de la ménopause. C'est une période un petit peu particulière où les femmes ne sont plus protégées par leurs hormones naturelles. Et en général, il se passe pas mal de modifications métaboliques qui font que c'est le moment où les chiffres de tension artérielle vont monter de façon plus raide que chez l'homme avec l'âge. La pente est plus raide, donc les chiffres de tension doivent être surveillés à ce moment-là. C'est une période aussi où on peut prendre du poids. C'est majeur l'augmentation des chiffres de pression artérielle. Je pense que je ne l'ai pas dit. Il y a une vraie relation entre le poids et l'hypertension artérielle. Hein. Plus le poids augmente, plus les chiffres de pression artérielle vont augmenter. Donc, le surpoids, l'obésité, c'est un facteur de risque d'hypertension artérielle. Donc, au moment de la ménopause, il y a plusieurs raisons qui font que c'est le moment où les femmes doivent être absolument surveillées de près sur les chiffres de pression artérielle, sur le poids. Et c'est aussi un moment où les chiffres de cholestérol ont tendance à augmenter, notamment le mauvais cholestérol. Moi, je vois qu'on se rapproche un peu de la fin. Je voulais rajouter quelque chose quand même qu'on n'a pas vraiment signalé jusque-là. C'est que l'hypertension artérielle, le docteur Antalki a bien dit que c'est un facteur de risque cardiovasculaire, hein, mais c'est pas le seul facteur de risque cardiovasculaire. Et quand on a de l'hypertension artérielle, c'est très important de faire le point sur les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc il y a l'obésité dont on vient encore de parler, mais il y a également les problèmes d'hypercholestérolémie, problèmes de diabète. Hein. Et en fait, c'est l'association de ces différents facteurs de risque qui font vraiment le risque. Hein, par exemple, de fumer et d'avoir une hypertension artérielle, on double pas le risque, mais on le multiplie par 3 ou 4. D'avoir un diabète et une hypertension artérielle, le risque, c'est pareil, il n'est pas multiplié par 2, il est multiplié par 5 ou par 10. Donc, c'est vraiment très important d'avoir une prise en compte de tous ces facteurs de risque cardiovasculaires. Et quand on fait le point sur la pression artérielle, le médecin fait toujours un petit bilan de l'ensemble de ces facteurs de risque. Merci. Une dernière question, je pense. Je pense que vous l'avez vu également dans le chat. Est-ce qu'il est préférable de prendre ces médicaments plutôt le matin ou le soir? Est-ce qu'il y a un temps qui est recommandé? Alors, il y a eu un débat là-dessus, puisqu'il y avait une étude qui avait montré que c'était mieux de les prendre plutôt le soir que le matin. Et finalement, il y a une autre étude qui a démontré qu'il n'y avait pas de différence entre le matin et le soir. Moi, ce que je dis aux patients, c'est prenez-le quand vous ne les oubliez pas. Le plus important, c'est de ne pas les oublier. Si c'est plus facile le matin, prenez-les le matin. Si c'est plus facile le soir, prenez-les le soir, mais prenez-les. C'est ça qui est important. Et dans l'hypertension artérielle, l'objectif aussi, c'est que même quand on passe à une bithérapie, c'est-à-dire 2 médicaments, ou à une tri ou une quadrithérapie, il faut vraiment essayer de faire le traitement le plus simple possible. Déjà prendre des molécules avec une prise par jour. Et quand on arrive à une bithérapie, 2 médicaments, essayer de mettre deux médicaments en un seul comprimé pour qu'il y ait une seule prise. Donc vraiment, l'objectif, c'est de ne pas oublier ces traitements et de les prendre au moment où on les oublie le moins. Après, s'il y a beaucoup de médicaments,
Peut-être que c'est bien aussi d'équilibrer entre le matin et le soir. Mais le but, c'est vraiment d'essayer de tous les prendre. C'est ça le plus important, ne pas les oublier. Ouais. Merci beaucoup. Je fais une toute dernière question qui a été posée et qui est très intéressante. Tout à l'heure, on a abordé le traitement en sous-cutané. Une patiente aimerait savoir si ça vient en complément du traitement à avaler ou si c'est à la place. C'est du domaine de la recherche, hein, c'est pas du tout encore commercialisé, donc rien n'est clair sur chez qui ce sera prescrit et comment et pourquoi. D'accord. Pour le moment, pas encore. C'est pas du tout commercialisé, c'est du domaine de la recherche. Mais l'objectif, ce serait peut-être de les donner à la place d'eux, avec qui sait une injection par mois ou tous les 6 mois, et de traiter l'hypertension pour les mois à venir. Ce serait parfait, ce serait idéal. Merci beaucoup. Pauline, je te repasse la main. Parfait. Bah, écoutez, un grand merci à tous les deux pour ce webinaire qui était très riche, passionnant. Merci à tous les internautes pour toutes vos questions et à votre participation très nombreuse. Et merci à toute l'équipe Deuxième Avis qui a organisé ce webinaire. Le replay sera bientôt disponible dans quelques jours, donc n'hésitez pas à le partager si vous avez trouvé ça intéressant. Et puis surtout, donnez votre feedback en répondant au court questionnaire qui est sur le chat. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et merci encore pour votre participation. Merci à tous. Merci beaucoup.